Bienvenue à tous et bon retour dans l'émission. C'est Danny Haiphong. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de l'ancien analyste de la CIA, Larry Johnson, et de l'ancien chef de cabinet de Colin Powell, le colonel de l'armée à la retraite, Lawrence Wilkerson. Messieurs, ravi de vous revoir. Bonjour, heureux d'être là. Et Danny, laisse-moi te dire, je viens de voir quelques photos de Larry quand il était plus jeune. C'était un sacré beau gosse. Je n'en doute pas une seconde. Très bien. Alors commençons. Les temps sont agités autour de l'Iran, dans le détroit d'Ormuz, avec l'affrontement qui a eu lieu cette nuit. Les États-Unis, Donald Trump en particulier, annoncent pratiquement des frappes chaque jour depuis quelques jours. Et depuis la nuit dernière, il parle de plus en plus de ce qui ressemble à une guerre totale, que ce soit réellement possible ou non. Mais revenons un peu sur ce qui s'est passé. Larry, tu peux nous aider à résumer et à analyser ce que tu penses qu'il s'est vraiment passé hier soir. Voici ce que le CENTCOM a déclaré. Un rapport très bref, indiquant qu'ils avaient mené leur dernière frappe contre l'Iran. Ils ont visé les capacités de surveillance militaire, les systèmes de communication et les sites de défense aérienne à travers le pays, en utilisant des munitions de précision contre des cibles iraniennes considérées comme une menace pour les forces américaines et pour les navires commerciaux internationaux qui traversent les eaux régionales. Ces frappes répondent, selon eux, à l'agression injustifiée et continue de l'Iran. Les forces américaines, disent-ils, restent vigilantes, létales et prêtes à agir. Donc, l'île de Keshm, Sirak, des cibles très similaires à celles de la veille. On donne du veau et prépare pour cet homme. Et ensuite, je vais venir à ce que l'Iran a fait. Voici ce qu'ils ont annoncé. Ils ont visé 5 bases militaires en représailles à tout cela, en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. La base aérienne Muwafaq al-Salti, et puis plusieurs autres bases à Bahreïn et au Koweït. L'une d'entre elles, la base jordanienne, a été frappée par 12 missiles balistiques qui ont visé des F-35, des F-15 et des F-16 stationnés sur la base aérienne Muwafaq al-Salti. Ils affirment avoir détruit un grand nombre de ces appareils, ce qui en général se confirme quelques jours ou semaines après leurs annonces. Mais Larry, aide-nous à comprendre ce qui s'est passé. Tu peux peut-être revenir un peu dessus. Il y a aussi eu des affrontements dans le détroit d'Ormuz. L'Iran affirme qu'il est désormais complètement fermé. Des navires de guerre américains ont essuyé des tirs. Il y a eu des affrontements entre la marine américaine et l'Iran également. Alors, que se passe-t-il? Aide-nous à comprendre les événements d'hier soir. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Trump avait un accord pré-négocié avec l'intervention du Pakistan depuis le 30 mai. Et si on regarde ses déclarations publiques entre le 30 mai et le lundi 8 juin, on remarque que son ton à propos de l'Iran était plutôt conciliant. Il parlait de peut-être se rencontrer, de passer du temps avec l'ayatollah. Il disait en gros que c'était un type bien. Enfin, ce genre de bêtises. Et puis pendant le week-end, il y a eu, disons, une sorte d'offensive interne pour essayer de faire avancer la conclusion de cet accord. Il y a eu la fuite dans le New York Times sur Israël qui espionnerait les États-Unis. Franchement, j'ai trouvé que c'était une histoire du genre « le chien mord l'homme ». Vous savez, bonjour. Ils font ça depuis des années. Mais cette fois, c'était vraiment ciblé. L'idée, c'était que les Israéliens essayaient de faire dérayer le processus de paix parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce que les États-Unis négociaient avec le Pakistan. Et puis, il y a eu la frappe d'Israël dans le sud de Beyrouth qui a provoqué une riposte de l'Iran. L'Iran avait prévenu, si vous touchez Beyrouth, on vous frappera. Et ils l'ont fait. Alors, ça a déclenché cette première série d'échanges de tirs. Et Trump, au lieu de sortir tout de suite pour condamner l'Iran et soutenir Israël, est resté neutre. Mon Dieu, on aurait dit que les têtes néoconservatrices et sionistes à Washington explosaient. C'était comme si la ville était attaquée. Ils sont devenus fous.
Et donc Trump a passé environ 24 heures à se faire démolir. Et comme par hasard, le mardi, on a eu ça, je vais l'appeler comme ça, un incident mis en scène, ce crash de l'Apache. Ce qui est le plus probable, c'est que cet Apache faisait une mission de reconnaissance armée en vol rasant, sauf que là, il volait au-dessus de l'eau. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est une toute autre histoire que de voler au-dessus de la terre. Et là, le pilote, boum, l'hélico tombe dans l'eau. Mais les pilotes ne sont pas tués. Ils arrivent à s'en sortir et on vient les récupérer. Sauf que ça s'est transformé en « Oh, l'Iran nous a attaqués ». Or, ces négociations, elles avançaient. Rappelez-vous, l'ambassadeur iranien à l'ONU avait dit lundi que, oui, pas mal de détails étaient déjà réglés. Il restait encore quelques points, mais que tout ça se faisait grâce aux bons offices du Pakistan. Et les sources pakistanaises avec lesquelles Pepe Escobar et moi sommes en contact, elles confirmaient « Oui, c'est bon, on avance ». Et puis hier, Trump a tout fait exploser. Il est revenu en arrière, au lieu d'un ton conciliant, il a déclaré sur Truth Social, je cite, « On va les bombarder à fond ». Oui, très présidentiel, n'est-ce pas? Une excellente façon de les rallier à sa cause. Donc, ce qui s'est passé hier, quand Trump dit qu'on va les frapper fort, eh bien, ils ont essayé de nous frapper. Mais je pense que la riposte iranienne a causé des dégâts importants sur les moyens aériens américains à la base de Muwafaq Salti. La chaîne YouTube Borzikman rapporte que, selon des sources du corps des gardiens de la Révolution et des sources russes, cette première frappe aurait détruit ou endommagé 12 F-35. Donc la guerre a recommencé. C'est aussi simple que ça. Oui, Colonel Wilkerson, quelle est votre réaction face à ces événements? J'ai montré une vidéo où on voyait les intercepteurs décoller, mais rater leur cible. C'était difficile de distinguer les missiles. J'ai essayé de zoomer dessus. Je pense qu'on les voyait, mais plusieurs d'entre eux ont bien atteint leur objectif. Et c'est justement là, comme Larry l'a dit, que se trouvent ces avions de chasse. J'ai vérifié ensuite, parce que je ne suis pas un spécialiste de ce qu'il y a dans chacune de ces bases militaires. Et effectivement, les États-Unis ont tendance à stationner presque tous les avions de chasse qu'ils ont déployés sur cette base en particulier. Mais vous, qu'en pensez-vous? Que s'est-il passé selon vous? Oui, c'est vrai. Et en Israël, il commence à manquer de place sur les pistes. Le pays a d'ailleurs fait savoir qu'il n'appréciait pas vraiment que l'armée de l'air israélienne ne trouve plus où garer ses avions, tellement il y a de chasseurs américains là-bas. Vous savez, je comprends bien ce que Larry voulait dire. Je n'avais pas entendu cette explication à propos de l'Apache, mais je la trouve pertinente. Parce que moi aussi, j'ai souvent dû voler au-dessus de l'eau, quand je faisais la navette entre Vung Tau, au Vietnam, et parfois jusqu'à une centaine de kilomètres au large vers différents navires, pour des livraisons ou des transferts, ce genre de choses. Et c'est vraiment difficile de voler au-dessus de l'océan quand on vole bas. Et c'était la seule façon dont on volait. On peut perdre le contrôle très vite, accrocher un patin dans l'eau ou autre. Alors, ce serait quand même quelque chose si c'était comme ça que l'Apache s'était écrasé, non? Et je ne doute pas une seconde que c'est sans doute l'explication la plus probable. Il a simplement relâché son attention, pour ainsi dire. L'eau, ça se ressemble toujours. Les vagues aussi. Alors, quand on vole à basse altitude, on peut très bien s'écraser. Pour le reste, je regardais ce matin un article de Mousavian dans Middle East Eye. Le titre, ou plutôt l'introduction, disait « L'Iran n'acceptera plus des négociations sans fin. Il crée sa propre dissuasion à ces conditions. » Je pense que c'est sans doute vrai. Et j'ai l'impression que nous lui offrons toutes les excuses possibles pour réussir à établir cette dissuasion à sa manière. Et franchement, je ne comprends pas. Comme Larry, je suis perdu. Je ne vois pas où en sont le président et son secrétaire à la Défense.
Et je me demande même si le secrétaire d'État a encore voix au chapitre, à part pour se faire humilier devant le Congrès ces derniers jours. Je ne sais pas où il veut en venir. Tout ce que je vois, ce sont des manœuvres pour gagner du temps. Je vois un président qui ne sait pas comment sortir de ce qu'il a lui-même déclenché, qui n'a aucune idée de la façon d'y mettre fin d'une manière politiquement avantageuse pour lui et qui fait tout ce qu'il peut pour brouiller les pistes, pour donner l'impression qu'il agit alors qu'en réalité, il ne fait pas grand-chose, sinon aggraver le conflit. Je ne peux pas en tirer une autre conclusion. Il n'y a aucune clarté. Et je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à dissimuler, d'une manière ou d'une autre, les pertes, qu'il s'agisse de matériel ou de vies humaines. Je soupçonne que c'est les deux. Ce n'est pas une bonne stratégie. Vraiment pas. On finit toujours par le payer. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Peut-être que Trump a donné l'ordre à la HEC de ne publier aucun rapport de dégâts sous prétexte que ça aiderait l'ennemi. Je voudrais juste ajouter une chose à propos de l'hélicoptère. Encore une fois, un ami à moi qui a pris sa retraite du JSOC m'a expliqué que normalement, pour ce genre de mission, même de simple reconnaissance, ils volent en tandem. Autrement dit, il y avait très probablement un autre Apache sur place. Ce qui explique que quand ils voient leur partenaire s'écraser, ils peuvent immédiatement transmettre les coordonnées pour qu'un drone ou un bateau de secours arrive sur zone. Et là, ça commence à avoir du sens. Mais Trump est complètement idiot. C'est de la confabulation. Vous voyez, il dit des choses qu'il croit vraies alors qu'elles sont tout simplement fausses. Et j'essaye de reconstituer et un bon colonel comprendra, je pense, où je veux en venir. Quelle était la mission opérationnelle? En d'autres termes, ces forces militaires qui sont sur place, elles agissent selon des règles d'engagement précises et dans le cadre d'une mission bien définie. Alors je me demande, quelle est exactement leur mission? Parce qu'ils ne décollent pas chaque jour en se disant « Tiens, si on allait faire un tour pour voir s'il y a quelque chose à tirer. » Donc je pense que ce qu'ils ont fini par décider, c'est que pour rouvrir le détroit d'Ormuz, il va falloir repérer les positions de tir iraniennes le long de l'île de Keshm et sur la côte. Il faudra aussi identifier les nœuds de communication, comprendre comment les ordres sont transmis, comment ils sont exécutés, et puis il faut examiner les systèmes radars et tout le reste. Et on voit qu'ils utilisent des tactiques d'appât, parce que tout ça dure déjà depuis au moins 3 semaines. Ce qui a tout déclenché mercredi dernier, c'est qu'ils ont envoyé 4 navires il y a 1 semaine, mercredi. 4 navires ont essayé de traverser le détroit. L'Iran les a repérés, a tiré sur eux, ils ont battu en retraite. Ensuite, les États-Unis ont attaqué l'Iran, les Iraniens, et en réponse, l'Iran a lancé des attaques à Bahreïn et au Koweït à ce moment-là. Donc on voit bien que tout ça semble fait pour les pousser à réagir. Mais maintenant, les bombardements se sont étendus. Ils essayent d'avancer à l'intérieur des terres. Le fait le plus marquant hier, c'est qu'on a reçu très tôt des rapports indiquant que la défense aérienne iranienne avait abattu 5 missiles Tomahawk et engagé un je crois que c'était un F-16, qui commençait à pénétrer dans le territoire iranien avant de faire demi-tour. Donc clairement, on dirait que les Iraniens ont nettement renforcé leur système de défense aérienne. Oui, et je vois sans arrêt des gens partager des infos sur des systèmes de défense aérienne capables de détecter l'énergie thermique, la chaleur en fait, un peu comme des capteurs infrarouges, plutôt que les F-35 qui sont censés être invisibles et justement conçus pour ne pas être repérés par les radars. Mais on dirait que, quoi que l'Iran utilise, ils n'ont peut-être même pas besoin d'un système radar complexe s'ils se contentent de repérer la chaleur d'un moteur.
C'est un bon point que Larry a soulevé aussi, à propos des tactiques. Et c'est bien de ça qu'on parle ici, uniquement de tactique. Bien sûr, tout ça est censé s'appuyer sur un concept opérationnel, et au-dessus de ça sur une stratégie. Or, je n'en vois aucune trace. Premièrement, utiliser des Apaches de la manière que Larry vient de décrire, c'est absurde. Deuxièmement, il existe d'autres moyens bien plus efficaces pour avoir une vue sur la cible. L'Apache, c'est le pire appareil pour ça. C'est justement pour cette raison qu'on fait accompagner les Apachés par des coyotes qui assurent l'observation, dont l'Apache se sert ensuite pour tirer. Donc là, ils opèrent complètement en dehors de tout environnement que l'armée ait jamais connu. Je dirais à 99% qu'ils n'ont jamais vraiment opéré au-dessus de l'eau. Et ils n'ont jamais opéré dans un environnement comme celui-là, où c'est sans arrêt terre haut, terre haut, terre haut, avec des conditions climatiques très différentes et des niveaux de visibilité très variables. Croyez-moi, ça peut faire une énorme différence quand on est en hélicoptère. Franchement, je ne comprends même pas comment ils peuvent appliquer des tactiques là-dedans. Pour moi, c'est insensé. Ces gars-là ne sont pas ceux qui vont survoler l'océan ouvert pour faire de la reconnaissance. Alors, c'est pas qu'ils en soient incapables, mais c'est absurde d'utiliser un appareil aussi coûteux pour ça, alors qu'on a des moyens bien moins chers pour le faire. Même si on reste sur du rotor, c'est quand même beaucoup moins cher. Bon, Larry, tu peux commencer. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement quel type de dégâts les États-Unis infligent à l'Iran sur le plan militaire? Parce que depuis 2 jours d'affilée, on voit les États-Unis viser, soi-disant, les mêmes cibles que la veille. Ils affirment frapper toutes ces cibles militaires. Mais il n'y a absolument aucune preuve concrète de tout ça. On reçoit juste, 3 ou 4 phrases du CENTCOM. Et ensuite, Donald Trump dit ceci à Fox News. On a l'impression que Donald Trump a la langue bien pendue et qu'il aime se montrer très sûr de lui quand il décrit les choses. Il affirme que l'Iran l'a appelé pour lui demander d'arrêter les bombardements. Voici donc ce rapport. Mais à un moment donné, quand j'ai parlé pour la première fois avec le président, il a dû s'interrompre un instant parce qu'il recevait un appel des responsables iraniens à Téhéran. Quand il m'a rappelé, il m'a raconté comment s'était passée cette conversation. Il m'a dit qu'il lui avait demandé d'arrêter les bombardements, parce qu'à ce moment-là, des avions de chasse survolaient leur pays et qu'ils n'avaient pas les moyens de défendre réellement leur propre territoire. Et au final, le président a été très clair. Il arrêterait les bombardements s'il signait l'accord. C'est une équation très simple. Larry, colonel Wilson, je veux dire, il n'y a absolument aucune preuve que ça se soit produit. Mais c'est pourtant l'histoire qu'on a commencé à diffuser justement au moment où les frappes commençaient à diminuer. Et bien sûr, l'Iran a tout nié. Mais Larry, selon vous, qu'est-ce que les États-Unis cherchent vraiment à faire avec ces frappes? Est-ce qu'elles ont un effet concret, un impact réel? Non, ça n'a aucun effet matériel significatif. Ce sont juste des frappes tactiques qui endommagent du matériel, détruisent quelques systèmes qu'on peut remplacer. Écoutez, les mensonges de Trump sur une prétendue communication avec l'Iran, c'est juste... Enfin, moi je vois ça comme un autre symptôme d'un trouble mental. Ça fait plus d'1 an maintenant. Trump n'a jamais eu de conversation directe avec un responsable iranien, ni depuis son entrée en fonction, ni avant. Vous l'auriez remarqué, avant juin dernier et pendant les négociations qui ont suivi, à chaque fois que la délégation américaine rencontrait les Iraniens, ils n'étaient pas dans la même pièce. On parlait aux Omanais, les Omanais parlaient aux Iraniens, puis les Iraniens répondaient aux Omanais, qui revenaient vers nous.
Il y a donc toujours eu quelqu'un au milieu. Et depuis 104 jours, cette équipe intermédiaire, c'est le Pakistan. Autrement dit, tout ce que les États-Unis disent à l'Iran ne lui est pas dit directement, et inversement. Donc vous voyez, il ment à ce sujet. Il y a eu cet incident dont j'ai parlé, qui s'est produit la semaine dernière, ou disons il y a environ une semaine, un lundi, quand l'Iran a frappé à Bahreïn. On m'a dit qu'ils avaient touché un système décrit comme une sorte de dispositif de coordination des communications, classé secret. C'était top secret, donc personne ne savait vraiment de quoi il s'agissait. Tout ce qu'on savait, c'est que les hauts commandants de l'état-major étaient furieux d'avoir perdu ce système. Et ils ont conclu que la seule explication possible, c'était que les Russes ou les Chinois avaient fourni des renseignements aux Iraniens. En réalité, les Iraniens sont dans une meilleure position pour infliger des dégâts aux États-Unis. Si les États-Unis pensent pouvoir détruire tous ces points de tir là-bas, et rappelons que la zone fait environ 100 000 de long, il faut bien comprendre que, même si les médias en parlent comme si c'était très intense et très étendu, ce n'est pas le cas. C'est en fait très localisé. Il reste encore tous ces systèmes de drones et de missiles balistiques de courte portée à l'intérieur des terres, capables de tirer sur les navires dans la région. Donc encore une fois, tout cela ne semble avoir qu'un seul but, pousser l'Iran à réagir militairement pour que les États-Unis puissent ensuite justifier ce qu'ils continuent de faire. Et à mon avis, ça va finir, oui, ça va vraiment finir, par être un désastre pour nous. Oui, Colonel Wilkerson, la même question pour vous, avec votre expertise particulière. Concrètement, à quoi servent vraiment ces frappes? Je crois que Larry a raison. Je ne pense pas qu'ils fassent grand-chose. Peut-être qu'ils réduisent encore un peu plus le terrain en gravat et qu'ils tuent quelques personnes, en général en détruisant des installations d'eau et d'autres infrastructures qui n'ont rien à voir avec des objectifs militaires, sauf si on parle de crimes de guerre. Et le point de Larry sur l'immensité, ou le manque d'immensité, selon la façon dont on veut le voir, m'a vraiment frappé d'une manière très concrète à travers Ahmadinejad. En rentrant chez moi, j'ai sorti des cartes et j'ai demandé à des gens de vérifier pour moi. Parce que je sais, d'après ma propre expérience de pêche dans les lacs de ce pays, que quand on parle d'une côte de 100 000, en réalité, elle fait plutôt 500 000. Aucune côte n'est droite. Il y a des baies, des criques, toutes sortes de découpes. Alors quand Ahmadinejad m'a dit qu'il y avait 1800, je crois qu'il a dit 1875 kilomètres de côte iranienne sur le golfe Persique. Je me suis dit, oula, ça fait beaucoup. Mais quand on a fait l'analyse, il n'était pas loin d'avoir raison. Quand on prend en compte toutes les irrégularités de la côte, ça fait énormément de territoire, avec beaucoup d'armements, capable d'avoir un impact sur tout le Golfe selon la portée des armes. Et il faut éliminer tout ça, ou au moins une bonne partie, si on veut opérer dans le Golfe en toute liberté. Donc, je veux dire, et là-dessus je suis d'accord avec Larry, je pense qu'ils l'avaient déjà avant. Je crois qu'ils ont frappé ce radar essentiel à Bahreïn, dès la première salve. Tu te souviens à l'époque, quand ils ont vraiment lancé cette opération de leur point de vue? Je pense qu'ils ont touché cette cible avec l'aide des Russes ou des Chinois, peut-être des deux, parce que c'était d'une précision incroyable. Le missile a tout simplement disparu. C'était quoi déjà, Larry? Un radar à 400 millions de dollars, quelque chose comme ça? 400 millions de dollars. L'un, c'est 400 millions, l'autre dépasse le milliard. Oui, d'accord. C'était les yeux et les oreilles sales, les Semslot et d'autres qui s'en servaient. Et puis, c'est fini. Mais les intercepteurs, ça ne pousse pas sur les arbres. Et pourtant, ils interceptent tout. C'est ce que disent les États-Unis. À chaque fois que l'Iran riposte, rien ne passe.
Je pense que, vous savez, je peux comprendre la sécurité opérationnelle. Je comprends aussi qu'on veuille garder secret l'impact de l'ennemi sur nous, surtout si c'est dévastateur. Dans ce cas, oui, je comprends qu'on garde ça pour soi. Mais, à mon avis, ça finit toujours par se retourner contre vous, parce qu'au bout d'un moment, les gens commencent à parler entre eux. Je sais qu'on est peu nombreux, moins d'1% sert dans l'armée, et que ça prend du temps pour que les informations circulent, reviennent aux États-Unis et se diffusent. Mais cacher absolument tout, c'est dangereux. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on fait. Je pense que Heth a donné la consigne à Bradley Cooper et aux autres impliqués. Peut-être que Trump lui-même l'a donnée. Je ne veux pas que le peuple américain sache quoi que ce soit sur nos pertes, notre matériel ou nos effectifs. Et je pense que si on veut mener une guerre longue, et celle-ci dure déjà bien plus longtemps que ce que Trump avait annoncé, avec toutes les chances de durer encore davantage, eh bien, tôt ou tard, on va se faire rattraper. Oui. Bon, passons maintenant à la prochaine étape de tout ça. Parce que malgré tout ce que vous deux avez dit sur la situation et sur la façon dont les choses se passent vraiment, l'administration Trump, Donald Trump, semble prête, si on peut dire ça comme ça, à continuer, comme vous l'avez dit, colonel Wilkerson, à faire avancer la machine. Il a fait de nombreuses déclarations. Le département d'État a partagé ce message sur Truth Social. Franchement, c'est complètement absurde. Le département d'État est censé être... Enfin, on sait bien que ce n'est plus vraiment le cas, que c'est devenu surtout une agence d'espionnage, une agence de guerre maintenant. Mais à la base, c'est censé être le bras diplomatique des États-Unis. Et pourtant, ils ont partagé ce message sur Truth Social. Les États-Unis vont frapper l'Iran, dont la marine, les radars, la défense antiaérienne et toutes les autres formes de défense, ainsi que la plupart de ses capacités offensives, sont désormais anéanties très durement ce soir. À un moment donné, dans un futur pas si lointain, nous prendrons le contrôle de l'île de Kharg et d'autres points d'infrastructures pétrolières, et nous assumerons le contrôle total des marchés du pétrole et du gaz, un peu comme nous l'avons fait avec le Venezuela. Et ça fonctionne à merveille, à la fois pour le Venezuela et pour les États-Unis d'Amérique. Merci de votre attention à ce sujet. Ensuite, il a continué, mais je ne vais pas tout passer tout de suite. Il y a eu un appel téléphonique de Fox News qui ne faisait que répéter ces points. Mais Larry, quelle est ta réaction à tout ça? On a l'impression qu'on est passé des négociations où on disait qu'il faudrait peut-être revenir en arrière, que le blocus suffisait, qu'il causait plus de dégâts que des frappes ne pourraient jamais en faire, à une situation où maintenant on parle de frappes aériennes quotidiennes, d'une guerre quotidienne, d'une guerre cinétique contre l'Iran. Et voilà qu'on reparle encore de l'île de Kharg, de la destruction d'infrastructures pétrolières. Ça ressemble à un déjà-vu. À ton avis, pourquoi est-ce que ça se produit maintenant? Oui, on dirait que Trump a un complexe de Babe Ruth. Vous savez, Babe Ruth était célèbre parce qu'un jour, il est arrivé au bâton, il a pointé sa batte vers le champ central pour montrer où il allait frapper la balle, et il l'a vraiment envoyé là-bas. Donc, annoncer ses coups à l'avance, ça peut être amusant au baseball. Mais là, c'est pas du baseball. Là, on parle d'une situation où des gens peuvent mourir. Alors, il faut prendre du recul et se demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire au juste? Dire aux Iraniens, on va vous attaquer ce soir, on va frapper vos infrastructures pétrolières, on va frapper... Vous voyez, commencer à annoncer ce qu'on va faire. Pourquoi faire ça? Dans la tête de Trump, j'imagine qu'il pense que c'est une tactique de négociation astucieuse, que ça va mettre la pression sur les Iraniens. Tout ce qu'ils vont faire, c'est se mettre en ligne pour te tendre une embuscade. Hier, on a encore eu un exemple de ça, quand il a parlé de ce programme secret qui aurait fait sortir 100 millions de barils de pétrole. Et notre, pardon pour le mot,
Mais notre foutue presse n'a même pas eu le bon sens de revenir en arrière et de dire « Attendez une seconde, Monsieur le Président. » Donc vous dites que vous avez un programme top secret que vous dirigez depuis un moment. Pourquoi l'annoncer maintenant? Vous dites qu'il est réussi, mais en l'annonçant, vous le révélez, donc il risque de ne plus l'être. Et en plus, 100 millions de barils, ça ne représente que 5 jours de consommation aux États-Unis. Et ça correspond aussi à seulement 5 jours d'exportation depuis le Golfe Persique, en temps normal. En d'autres termes, c'est du vent, rien du tout. Il dit qu'il fait ça depuis 30 jours, mais en moyenne, un pétrolier transporte environ 1 million de barils. Les très gros peuvent en emporter 2, et il y en a même d'énormes qui peuvent en transporter encore plus. Mais admettons ce dont il parle, c'est 80 navires en 30 jours qui traverseraient le détroit d'Ormuz sans que les Iraniens s'en rendent compte. C'est insensé. Ça n'a tout simplement aucun sens. Et pourtant, il dit ça, et la presse hoche la tête comme des poupées à ressort, sans rien remettre en question. Ce sont des manœuvres de communication faites pour tromper les Américains et les pousser à soutenir une guerre qui ne devrait avoir aucun soutien. Et surtout, pour qu'ils ne posent pas de questions, qu'ils acceptent simplement tout ce que le gouvernement leur raconte. Oui, colonel Wilkerson, pour vous, il ne s'agit pas seulement de révéler une soi-disant opération secrète, mais aussi de s'en vanter, alors qu'il n'y a absolument rien à montrer, à part quoi, une inflation de 4,2% le mois dernier. Ce n'est pas vraiment le genre de choses que beaucoup de gens aiment entendre quand ils réfléchissent à la façon dont la politique étrangère américaine les touche. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, quand il fait quelque chose comme ça, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que tout est inventé. C'est de la propagande, tout simplement. Peut-être qu'un bateau est passé par ici ou un autre par là et qu'il en a tiré cette idée. Mais en réalité, ça n'arrive pas. Mais Larry a raison. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et si on regarde ce qu'il a dit sur le Venezuela, regardez bien. On m'a dit, par une source très compétente dans le secteur pétrolier, qu'aucune grande compagnie ne voudrait toucher au Venezuela, à part Chevron. Et que Chevron, en ce moment, est engagé dans, disons, des allers-retours qui pourraient bien finir par les faire partir. Alors, où est la beauté du Venezuela? Et où est-ce que Trump prétendait être son objectif? Parce que tu vois, d'une certaine manière, je pourrais comprendre ça sous l'angle de la sécurité nationale. On pourrait dire, d'accord, on a besoin du pétrole que produit le Venezuela, et on ne veut pas que d'autres y aient accès, surtout la Chine. Donc, on a fait ce qu'on a fait, et on veut s'assurer que ceux qui vont venir renforcer cette industrie pétrolière, parce qu'elle tombait en ruine et qu'elle était littéralement vidée de sa substance, les profits étant siphonnés par des gens autour de Maduro, pas forcément par Maduro lui-même. Eh bien, ces gens-là sont toujours là d'ailleurs. La vice-présidente en faisait partie, et elle est toujours en place, évidemment. Alors, de quoi tu parles, Donald? En quoi le Venezuela représente-t-il un aspect positif de votre approche stratégique pour la région et pour le monde? Rien de ce qui s'y passe ne semble au final favorable aux États-Unis. Et beaucoup de choses donnent plutôt l'impression que ce que vous avez fait là-bas tourne à la farce. Est-ce que vous êtes en train de faire la même chose en ce moment avec l'Iran, et plus précisément en ce qui concerne la situation du pétrole dans le monde? Parce qu'on voit bien qu'il y a un risque que l'Iran passe à une deuxième série de cibles. Et ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne peux pas assez le souligner, ça causerait des dégâts irréparables à notre capacité à gérer la situation. Et ça durerait probablement tout l'automne, jusqu'aux élections de mi-mandat, c'est certain.
Ce serait très préjudiciable au Parti républicain, politiquement parlant, dans ce pays. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait. À part, premièrement, qu'il ne sait pas quoi faire. Donc il gagne du temps comme il peut, en pontifiant et en faisant de la propagande. Deuxièmement, ses collaborateurs en dessous de lui ne savent pas non plus quoi faire, et ils n'ont pas le courage ni la force de lui dire ce qu'il devrait faire, quoi que ce soit. J'aimerais bien voir une copie du plan de campagne, une copie de la déclaration de stratégie. Ça s'arrête, si c'est dit, par la sortie ou déformé par lui. Et puis, troisième point, l'avenir. Où est-ce qu'on va à partir de là? Parce que comme le dit Mousavian, je pense que c'est prouvé. L'Iran est déterminé, et on ne brise pas sa détermination. Et ça me ramène à ce titre du Haaretz qui disait « Tout ce que l'Iran a à faire pour gagner, c'est de ne pas perdre. Et tout ce que nous devons faire, et Bibi aussi, c'est obtenir une victoire spectaculaire. » Et au fait, qu'est-ce que fait Bibi en ce moment? Bibi, pendant ce temps, s'en prend à la cause principale de cette situation. Il tue à nouveau des Palestiniens, 30 à 40 par jour. Il le fait avec des balles, des bombes et aussi avec une aide humanitaire complètement corrompue. Il fait la même chose au Liban, apparemment en défiance du président. Et ça rend la situation politique en Israël peut-être un peu meilleure pour lui. Mais en même temps, ça aggrave sans doute la situation avec l'Iran, parce qu'il voit clairement ça comme un autre théâtre d'opération. Et c'est un théâtre où j'attends qu'il transforme la question palestinienne, à grande échelle, en une autre partie de ce théâtre, à laquelle ils vont répondre. Ce qui irait tout à fait dans le sens de l'élargissement de leur propre stratégie. Donc on va se retrouver avec quelque chose de plus vaste, plus profond et plus grave. Et n'oublions pas non plus que Netanyahou est en train d'énerver la Turquie. Il cherche carrément la confrontation avec elle. Franchement, je me suis dit, mais c'est complètement fou. La Turquie peut vraiment couper le pétrole vers Israël, et là, Israël serait dans une situation désespérée. Et pourtant, voilà Netanyahou qui insulte et attaque verbalement Erdogan. Et Erdogan, lui, est aussi narcissique que Donald Trump. Donc évidemment, il ne le prend pas bien non plus. Alors à un moment, il faut prendre du recul et se demander, est-ce que quelqu'un réfléchit à une issue, à une fin de partie où tout le monde s'en sort vivant et entier? Moi, je ne la vois pas. Et dans cette logique, Danny, hier, il parlait de ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Ils évoquaient le nombre d'Israéliens juifs qui aujourd'hui seraient sans doute considérés comme proches de Smotrich, Ben Gvir et d'autres du même courant, et qui souhaitent que Netanyahou démissionne. Ce n'est plus vraiment une surprise à ce stade, pas surprenant vu la tournure des événements. Il y a aussi ces rapports selon lesquels, depuis le théâtre d'opération contre le Liban, cette soi-disant guerre contre le Hezbollah, qui a tué bien plus de civils que quiconque d'autre, environ 1300 Israéliens auraient été blessés pendant cette période. Et avec la tendance d'Israël à dissimuler, et les États-Unis qui reprennent la même méthode pour cacher les pertes réelles et les morts, il est probable que le chiffre soit bien plus élevé. Donc, les choses ne se passent pas très bien pour Israël, ni sur ce front, ni ailleurs. Et puisqu'on parle de la détermination de l'Iran, peut-être que Larry, tu pourrais réagir là-dessus. Vous savez, l'agence Fars News commente le fait que pendant ces frappes de représailles, il y avait en réalité une opération de renseignement assez sophistiquée menée par l'Iran. Dans la nuit, ils ont déclaré que les cibles des attaques avaient subi d'importants dégâts sur du matériel militaire coûteux. Les forces iraniennes auraient suivi les trajectoires de vol et les zones de déploiement de 2 gros avions P-8 dès leur décollage. L'un aurait décollé de Diego Garcia, dans l'océan Indien, et l'autre d'une base américaine en Europe de l'Ouest,
en direction de la Syrie et de la région du Golfe Sud. Ils ont ajouté que les deux avions étaient stationnés sur la base aérienne de Sheikh Isa à Bahreïn et sur celle d'Ali Al-Salem au Koweït, et qu'ils avaient ensuite été visés par des armes de précision. Ils ont aussi surveillé le déploiement de 3 chasseurs américains F-35 à l'intérieur d'un hangar sur la base aérienne de Salt, en Jordanie, jusqu'à juste avant le lancement des missiles. L'emplacement exact du hangar a donc été ciblé. C'est du matériel très sophistiqué, Larry. Je veux dire, on parle ici de l'Iran, qui ne se contente pas de viser les bases parce qu'il sait qu'elles existent. Il vise précisément le moment où ces avions atterrissent pour y être stationnés. Franchement, c'est impressionnant. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et comment tu expliques que tout ça ait pu se produire? Oui, l'Iran n'est pas assez sophistiqué pour faire ça. S'ils y arrivent, c'est grâce à l'aide de la Chine et ou de la Russie. Les Chinois et les Russes ont, vous savez, les moyens stratégiques, les satellites et tout ce qui va avec. Eux, ils peuvent tout faire. Alors évidemment, l'Iran se félicite d'y arriver tout seul. Je ne leur en veux pas, mais c'est ça justement qui rend cette phase de la guerre compliquée. J'appelle ça le début de la guerre du cessez-le-feu. Parce que si on remonte au 15 avril, en réalité, les États-Unis ont violé le cessez-le-feu, tout comme Israël. Donc à mesure que ces attaques se poursuivent des deux côtés, l'Iran obtient maintenant des renseignements qu'il n'avait pas pendant la guerre de 12 jours, l'an dernier. Donc sa capacité à réagir et à cibler était un peu limitée. Je veux dire, ils ont encore des moyens, mais ce n'est pas aussi solide que ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme je l'ai mentionné, ce système qui a été détruit récemment à Bahreïn, l'état-major interarmé a en gros fait passer le message suivant. La Russie ou la Chine nous ont fait ça. Ça dépassait les capacités de l'Iran. Mais ce genre de suivi, ce type d'actifs et le fait de les détruire, ça va être un élément essentiel de la stratégie d'usure de l'Iran pour affaiblir les États-Unis. Parce que dans les faits, les États-Unis n'ont pas des capacités illimitées. Et je ne dis pas que l'Iran en a, mais l'Iran est soutenu par la Russie et la Chine, qui elles en ont. Les États-Unis ne sont soutenus par personne. Et j'ai vérifié hier les matériaux nécessaires pour fabriquer un missile Tomahawk. Il faut 18 minéraux de terres rares pour en produire un seul. Et qui contrôle ces ressources? La Chine. Et la Chine, notamment pour le gallium, un composant essentiel, n'en exporte plus. Alors voilà les États-Unis qui auraient utilisé 39 Tomahawks, rien qu'hier, en une seule journée. Et en ce moment, leur production mensuelle tourne autour de 40. Autrement dit, en un jour, ils ont consommé l'équivalent de ce qu'ils peuvent produire et remplacer en un mois. Ce n'est pas une situation favorable pour les États-Unis. Et pendant ce temps, l'Iran mène une guerre d'usure, avec le soutien total de la Russie et de la Chine. Franchement, je ne vois pas comment les États-Unis peuvent tenir dans ces conditions. Oui, Colonel Wilkerson, quelles sont vos réflexions sur cette opération de renseignement? Et y a-t-il autre chose sur ce sujet que vous voudriez commenter? Oui, je pense que Larry a raison. Et ça me rappelle plusieurs réunions d'information qu'on a eues. Il faut faire attention ici, comme Larry doit parfois le faire. Oui, on essayait de développer une capacité et on craignait vraiment que les Chinois et les Russes travaillent sur la même chose et que dans un cas, il l'ait peut-être déjà atteinte. En gros, la meilleure façon d'expliquer ça, en termes simples, c'est que le satellite n'a pas vraiment une capacité de stationnement, mais plutôt une capacité de surveillance qui dure pendant une grande partie de son orbite. Et cette capacité de surveillance est renforcée par le fait qu'ils peuvent télécharger les données presque instantanément.
C'est un peu comme si vous regardiez la cible à travers une caméra, mais avec une résolution bien supérieure à celle d'une caméra classique ou d'un satellite en mouvement normal. Résultat, vous obtenez un flux quasiment en temps réel, qui peut être transmis directement aux équipes de ciblage. On peut donc surveiller un F-35 en train de rouler vers un hangar, ou observer ce qui entre dans ce hangar, sur cet aérodrome, ou ce qui cherche à se dissimuler, peu importe. Et en plus, les coordonnées sont transmises à une vitesse incroyable. Si votre ciblage est précis et que vos munitions sont efficaces, et les Iraniens ont montré qu'ils en possédaient de bonnes, alors vous pouvez atteindre la cible. La seule façon d'y arriver, c'est avec cette capacité de frappe depuis le dessus. Donc pour moi, il n'y a aucun doute, comme Larry l'a dit, qu'ils sont maintenant pleinement engagés là-dedans. La Chine et la Russie, surtout la première. Et c'est bien ça, le défi auquel on fait face. C'est vraiment intéressant à observer, intéressant mais aussi dangereux, à mon avis, de voir qu'on n'en a pas conscience et qu'on n'est pas capable d'y faire face d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on y a réfléchi, on sait comment on est censé se défendre contre ça. Mais apparemment, on ne l'a pas fait. Peut-être simplement parce qu'on n'avait pas prévu un tel niveau de coopération. Mais si c'est le cas, c'était stupide aussi. Bon, parlons maintenant de la façon dont Donald Trump s'exprime, pas seulement sur Truth Social, mais aussi de la manière dont il parle de la prochaine étape de tout ça et de la direction que ça prend. Voici donc sur Fox News ce que Donald Trump a dit à propos de l'île de Kag. On dirait qu'il y a de nouveau une sorte d'obsession autour de cette île. Et voici ce qu'il en a dit. Qu'est-ce que le représentant a dit pendant votre appel? Ils ont terminé. Excusez-moi. Ils ont terminé. Mais les journaux, les médias, refusent de l'écrire. C'est fini pour eux. On pourrait y aller demain. On pourrait envoyer des soldats. Je ne veux pas avoir de troupes sur le terrain. Mais si je le voulais, on pourrait envoyer un petit groupe de soldats et prendre le contrôle de tout l'endroit. Donc, tout le contexte. Et ensuite, voilà ce qu'il espère que l'Iran fera et ce qu'il pense que l'Iran devrait faire. C'est vraiment choquant. Franchement, c'est comme s'il y avait eu des discussions entre les États-Unis et l'Iran avant ça, j'ai du mal à imaginer que ça ne les fasse pas complètement disparaître. Ça pourrait être le plus grand accord de l'histoire. Il pourrait agiter le drapeau blanc de la reddition. Il pourrait dire « on se rend, c'est fini pour nous. On en a assez. Les États-Unis sont la plus grande puissance. Loué soit Allah. » Et il pourrait faire tout ça. Il pourrait le dire haut et fort. Et les faux médias diraient que c'est une grande victoire pour l'Iran. Franchement, c'est complètement fou. Voici donc la position de Donald Trump, et il a bien promis que ce soir, il y aurait d'autres frappes. Mais j'aimerais connaître votre avis, Larry, puis celui du colonel Walkston, sur cette attitude. On a vraiment l'impression qu'on est revenu à la situation d'avant le soi-disant cessez-le-feu du mois d'avril, celui qui, en réalité, n'en était pas un. Eh bien, je m'en remets à Robert Barnes, qui a réellement eu des échanges avec Trump. Il a même été son avocat à un moment donné. Et disons, il y a 4 ou 5 ans, quand il travaillait avec Donald Trump, il n'était pas... Enfin, c'est pas quelqu'un de stupide. Il posait beaucoup de questions, il cherchait à avoir plusieurs avis différents, il n'écoutait pas qu'une seule personne, il confrontait les points de vue, il prenait vraiment le temps d'examiner les options. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il est à l'opposé complet de ça. Il est devenu fragile, mentalement fragile, et il se fige dans des croyances, même quand elles sont fausses. Mais lui, il est convaincu qu'elles sont vraies. C'est ce qu'on appelle la confabulation. Et c'est ça qui rend la situation si dangereuse,
Cette idée qu'on pourrait simplement débarquer sur l'île de Karg sans comprendre ce que cela implique. Alors voilà, l'été est arrivé. À l'île de Karg, il fait 40 degrés. D'abord, il faut se demander comment on va faire pour y amener, disons, un bataillon de soldats, par exemple la 82e division aéroportée. Mais pour faire quoi exactement? Quelle est la mission? Et une fois qu'ils sont sur l'île, comment on les ravitaille? Parce que dans ce genre de chaleur, les soldats portent des gilets pare-balles et transportent des munitions lourdes. Ça fait beaucoup de poids. Du coup, ils vont très vite épuiser leurs réserves d'eau. Et dans un environnement pareil, si on se déshydrate, on meurt. On s'évanouit, on devient incapable de bouger. Donc encore une fois, ils n'ont pas réfléchi jusqu'au bout. Même en supposant qu'on réussisse à les faire débarquer, disons que le bataillon compte environ 800 hommes, il faut savoir qu'un C-130J peut en transporter à peu près 90 à la fois. Avec une charge de combat complète. Donc faites le calcul, 90 fois, il vous faut presque, disons, une dizaine d'avions pour les amener tout là-bas. Et au total, dans toute la force, on n'a que 33 C-130. Et ces avions vont devoir voler face à des systèmes de défense aérienne, même si, espérons-le, ils ont été neutralisés. Et ensuite quoi? Ils sautent, ils essayent d'atterrir, et une fois sur place, comment on les ravitaille? Parce qu'ils vont consommer très vite, surtout s'ils sont engagés, et qu'ils se battent contre des forces armées au sol. Mais il y a aussi autre chose que les Iraniens ont fait. Ils ont maintenant miné Karg. Donc il faut y aller avec une équipe de déminage. C'est très bien quand on est dans un environnement non hostile. Mais là, ce sera un environnement hostile. Rien de tout ça ne tient debout. Je veux dire, il ne réfléchit pas à tout ça. Je ne dis pas que ces problèmes sont impossibles à résoudre, mais il faut y mettre des moyens et avoir un plan pour les régler. Et Trump ne le fait pas. Il balance juste tout en espérant que quelque chose finira par coller. Oui, colonel Wilkerson, pareil pour vous. Eh bien, je pense que Larry a raison. Je dois revenir à Trump et lui dire « D'accord, tu dis tout ça. » Et Larry l'a, je crois, très bien décrit, les impossibilités, les dangers, ou au mieux, le manque de réalisme. Et Trump continue à le dire. Et je me demande, moi, ce que pense l'armée quand il dit ces choses-là. Est-ce qu'il leur a donné cette mission? Est-ce que cette mission a été clairement transmise jusqu'aux troupes qui devront l'exécuter? Est-ce que les commandants dans cette chaîne savent ce qu'ils font? Savent-ils comment ils vont le faire? Est-ce qu'ils réfléchissent en ce moment même à certaines des choses que Larry vient d'évoquer? Et il y a d'autres points que je pourrais soulever aussi, des choses presque impossibles. Mais si ça se passe vraiment comme ça devrait se passer, où sont les gens qui disent à leurs supérieurs « j'ai un meilleur plan » ou « j'ai une autre option » ou quelque chose du genre? Je ne veux pas faire ça. Je ne vais pas le faire, parce que c'est impossible. Ou bien est-ce qu'ils disent juste « c'est le président qui parle ». Et tu vois, Bradley Cooper n'est pas en train d'interpréter ça, pour ainsi dire, tout au long de la chaîne. Je ne sais pas. J'essaie de me mettre à leur place et de me dire « et si je recevais cet ordre d'alerte? Et si je commençais à planifier, puis que l'ordre tombait de faire ce que Larry vient de dire, peu importe comment, avec des Osprey, des 630 ou autre chose. Je ne voudrais pas de cette mission. Et je ferai remonter des plaintes dans la hiérarchie. Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Ou est-ce qu'on entend juste des conneries sorties d'un esprit dérangé qui cherche n'importe quel moyen de se donner l'air d'avoir réussi? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la réponse. Et rien que ça, je crois que c'est déjà un vrai dilemme. Eh bien, puisqu'on parle d'esprit dérangé,
Voici ce qu'a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, face aux représailles de l'Iran. Il a dit que l'Iran allait perdre dans ce jeu à somme nulle auquel il s'adonne, que tout dommage infligé aux alliés du Golfe serait compensé par des fonds prélevés sur les comptes iraniens, que tout péage versé à l'autorité de l'État perse serait neutralisé par des montants retirés de ces mêmes comptes, et que chaque attaque lancée par l'Iran ne ferait qu'aggraver les conséquences économiques et financières auxquelles il doit déjà faire face. Rappelle-toi, Larry, hier, ou plutôt, face à ces frappes, je sais qu'elles ont eu lieu à la fois hier et techniquement aujourd'hui. Ils ont annoncé que le détroit d'Ormuz était fermé. Et puis le CENTCOM dit non, il est ouvert. Il est ouvert. Mais l'Iran tire sur des pétroliers. Ils arrêtent des pétroliers. Ils sont là. Ils viennent même, je crois, de prévenir les pêcheurs de ne pas s'aventurer dans la zone. Donc en réalité, tout donne l'impression que c'est complètement fermé. Et pourtant, les marchés pétroliers ne réagissent même pas à ça. C'est un moment vraiment étrange. J'aimerais connaître votre réaction à ces déclarations, surtout sur les conséquences de la guerre sur le plan économique. Je dis depuis un moment qu'il y a beaucoup de déni et de manipulation, comme on en a souvent parlé dans cette émission. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Danny, laisse-moi juste te dire une chose avant que tu partes déjeuner. Bien sûr. Si j'avais été Scott Bessent, j'aurais ajouté tout en bas « Quand nous gagnerons ». Comment veux-tu faire tout ça si tu n'as pas gagné, au moins en partie, sinon complètement? Oui, vous savez, tout ce qu'on vous a appris, ceux d'entre vous qui sont allés à l'université et ont dû suivre un cours d'économie, on vous a expliqué que les marchés, ce qu'on appelle le libre marché, réagissent aux pressions, à l'offre et à la demande. Très simple, en théorie. Mais dans le monde réel, on découvre que non, en fait, c'est plutôt comme un casino tenu par la mafia. La maison gagne toujours. Parfois, elle perd le contrôle, comme si le casino lui-même prenait feu. Là, forcément, c'est un peu plus difficile de tricher. Mais oui, ici, ils trichent clairement. Ils manipulent artificiellement le prix du pétrole, en partie en vidant les réserves stratégiques un peu partout sur la planète. Les États-Unis, eux, seront pratiquement à sec d'ici environ 3 semaines. Alors là, ça va devenir intéressant, parce qu'il va vraiment y avoir une pénurie d'essence, de kérosène et aussi de pétrole brut lourd pour le diesel. On parle de menaces de destruction des infrastructures pétrolières iraniennes. Et ensuite, ils reviennent en disant « Très bien, Bessent, mais alors pourquoi, dès la première semaine de cette guerre, début mars, avez-vous levé les sanctions sur le pétrole iranien? Pourquoi avoir fait ça? » Eh bien, la raison, c'est qu'ils avaient absolument besoin que ce pétrole arrive sur le marché. Sinon, ils craignaient une grosse crise. Et maintenant, ils prétendent qu'ils peuvent le retirer sans que ça ait la moindre conséquence. Non, cette administration agit complètement sous le coup de l'émotion. Il n'y a pas de réflexion, pas de stratégie, c'est juste de la réaction pure. Et la vraie question c'est, est-ce que le président est en colère ou pas? Et de quoi est-il en colère au juste? Et donc, on va punir ceux qui l'ont mis en colère. Voilà, c'est le mouvement de l'Iran maintenant. Fermer le détroit d'Ormuz. Moi, je les crois quand ils le disent. Et vous savez, jusqu'ici, le détroit restait en grande partie ouvert à tout navire, qu'il s'agisse d'un pétrolier ou d'un porte-conteneur, à condition qu'ils paient les droits de passage et qu'ils ne soutiennent ni Israël ni les États-Unis. Il y passait environ 20 à 30 navires par jour. Mais tout cela se faisait sous le contrôle de l'Iran. Et Bessent continue de penser que l'Iran doit forcément garder tout son argent en dollars. Pas du tout. L'Iran transfère ses fonds en yuan dans des banques chinoises hors de portée des États-Unis. Ils ont retenu la leçon, ne pas détenir de pétrodollars. Et d'autres pays font la même chose, parce qu'ils se disent,
Si les États-Unis peuvent faire ça à l'Iran, ils peuvent très bien le faire à moi aussi. Oui, colonel Wilkerson, quelle est votre réaction? Eh bien, tout ce que Larry vient de dire, plus ceci, un chapeau. Oui, un article publié dans le Jerusalem Post, si je me souviens bien, qui remet Mackinder au centre du débat avec sa théorie du Heartland, mais en élargissant ce cœur continental, pour ainsi dire, jusqu'à toute l'Asie centrale et maintenant jusqu'à l'Iran. Et l'article explique que ce qu'on a aujourd'hui et qu'on ne reconnaît pas vraiment ou qu'on ne sait pas comment gérer, même si on le reconnaît, c'est un Heartland qui regroupe désormais certains des plus grands pays du monde en superficie. C'est exactement ce dont parle la théorie du Heartland, en opposition par exemple à la théorie maritime. Et ces pays, ce sont la Russie, l'Asie centrale, la Chine bien sûr, et l'Iran. Et peut-être, souvenez-vous, il y a un I dans BRICS, l'Inde, à terme. Et ce que ça veut dire, c'est que le commerce mondial, si vous regardez simplement les oléoducs qui pompent, ceux qui sont prévus, ceux en construction, eh bien le commerce mondial, avec ces oléoducs et les chemins de fer, va basculer. Il va passer de ce qu'il a été pendant très très longtemps, depuis que l'Empire britannique l'a façonné ainsi, d'un commerce maritime à un commerce terrestre. Ça s'est déjà produit dans l'histoire. Et quand ça arrive, les puissances maritimes, quelles qu'elles soient, comme les Portugais autrefois et d'autres, finissent par s'assécher, par ne plus comprendre ce qui se passe et se retrouvent perdantes. Et dans ce cas, comme le soulignait cet auteur dans son article, on a une immense concentration de puissance terrestre qui représente environ 62% de la population mondiale et à peu près le même pourcentage du PIB mondial, avec au centre des pays extrêmement performants. Sous bien des aspects, Poutine s'appuie peut-être d'abord sur le pétrole, mais aussi sur d'autres éléments maintenant, comme les capacités de l'industrie de défense. Et puis, bien sûr, il y a la Chine, qui, selon presque tous les indicateurs, est devenue la première puissance mondiale sur le plan économique. Et à tout cela, on ajoute l'Iran. Et on ajoute aussi la connectivité, presque entièrement terrestre. Autrement dit, on réduit considérablement le besoin de recourir aux grandes routes maritimes. Et on voit les puissances terrestres prendre le dessus pendant que les puissances maritimes déclinent. Et c'est bien ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. Il suffit de regarder les chemins de fer, les oléoducs, tout ce que j'ai déjà mentionné. Et ce sera à notre désavantage si on ne s'en rend pas compte assez vite, si on n'essaie pas de s'y adapter et d'y faire face. Et quand je dis s'y adapter, je ne parle pas d'y répondre par la force militaire ou par des sanctions. Il faut qu'on s'y engage, qu'on en fasse en quelque sorte par-ci, mais une partie qui protège nos propres valeurs et nos propres intérêts du mieux possible. Et par-dessus tout ça, on a maintenant ce potentiel devant nous. Je crois que c'était... Qui déjà? Oui, c'est ça, j'avais raison. C'était Sergueï Karaganov, qui disait maintenant très clairement que Poutine devrait affronter l'OTAN en dehors de l'Ukraine. Et au bout du compte, l'idée c'était de leur donner une leçon. Et si la leçon ne passe pas, alors leur en donner une, avec des armes nucléaires à faible puissance. Et puis de l'autre côté, on a Bibi qui parle de l'option Samson, sous différentes formes. C'est quelque chose de très dangereux, vraiment très dangereux. C'est un niveau de réflexion géopolitique très élevé, si on peut dire. Mais c'est aussi extrêmement risqué. Et on ne semble même pas se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Bon, comme il nous reste à peu près 1 minute, Larry, je te laisse le mot de la fin. Pour ma part, je pense que si les États-Unis pouvaient... Enfin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je n'ai jamais rien vu de tel. Les présidents américains, l'armée, les néoconservateurs, tous font preuve d'une énorme arrogance.
C'est cette idée d'exceptionnalisme. Ils pensent pouvoir dominer le monde pour toujours, encore et encore. Ce n'est pas une surprise. Mais je n'ai jamais vu une période où les États-Unis déclarent qu'ils ont gagné, qu'ils ont vaincu l'Iran, que l'Iran est détruit, anéanti. Et pourtant, les choses continuent exactement comme avant. Il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de bon, on a gagné et voilà ce qui va se passer maintenant. Non, c'est plutôt, on a gagné mais on est toujours en guerre. Le CENTCOM des États-Unis, l'administration Trump, mène la guerre comme si tout était encore en jeu. Et ça, même les gens qui ne suivent pas la géopolitique, qui ne s'intéressent pas à la politique internationale, peuvent le comprendre. Ils voient bien qu'il y a un énorme décalage entre les mots et la réalité. Mais avant de conclure, un dernier mot de vous deux, Larry d'abord, puis le colonel Warwick. Oui, j'attends de voir le rapport. Peut-être que ce soir, il dira que le radar du système de défense aérienne iranien qu'on a détruit a suivi nos avions entrants, puis les a abattus avec les missiles de défense aérienne qu'on avait justement détruits. C'est absurde. Si des gens ne mouraient pas et si ça ne causait pas de destruction, ce serait une scène hilarante des Monty Python, tellement c'est ridicule. Au lieu du ministère des démarches absurdes, on aurait le ministère des affirmations extravagantes qu'on ne peut pas prouver. Donc si l'Iran avait vraiment été vaincu, il ne riposterait pas. Mais il le fait. Et il le fait au grand agacement et à la frustration croissante de Donald Trump, qui, encore une fois, vu son état mental, devient complètement furieux. Il enchaîne les erreurs et les décisions insensées, les unes après les autres. Et il n'y a personne d'assez adulte dans la pièce pour le retenir et lui dire non. Le général Milley, oui, Milley lui aurait dit clairement « Non, on n'utilisera pas l'arme nucléaire ». Et il y réfléchissait sérieusement. D'ailleurs, Sea Hirsch a publié hier un article affirmant que cette option avait bien été envisagée. Donc vous voyez, je n'inventais rien. Mais la situation devient chaque jour plus dangereuse, parce que Trump va se sentir obligé d'engager davantage de moyens. Et plus il en engage, plus le risque augmente que ces moyens soient détruits, capturés ou anéantis. Oui, colonel Wilkerson, un dernier mot? Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Larry vient de dire, et j'aimerais ajouter ceci. Depuis longtemps, au sein de l'Eisenhower Media Network, du All Volunteer Force Forum et d'autres groupes similaires, on parle sans arrêt des dangers liés à l'armée entièrement composée de volontaires. Le danger qu'il y ait moins d'1% des Américains qui servent. Le danger d'avoir une composante de réserve, aujourd'hui presque complètement à bout de souffle. J'ai eu une discussion à l'université George Washington avec un représentant important de cette réserve, et mon Dieu, les histoires qu'il m'a racontées hier, c'était effrayant. Et pourtant, l'Amérique ne s'en rend pas compte. L'Amérique n'a aucune idée de ce qui arrive à ce moins d'1% de sa population, ces hommes et ces femmes. Et on les utilise. On les utilise simplement comme des outils, maintenant. J'aurais donné du crédit à Trump, il y a longtemps, peut-être même jusqu'au premier mois de son second mandat, pour avoir au moins poursuivi quelques objectifs sensés, comme notre rapprochement avec Moscou, par exemple. Mais aujourd'hui, il semble avoir tout jeté par-dessus bord, au Midway, avec l'Ukraine. Et maintenant, c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Mais nulle part ce danger n'est plus poignant. Et malheureusement, les Américains ne le ressentent pas ainsi, que pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui doivent vivre en première ligne sous la direction de cet individu dément en ce moment même. C'est là que ça me fait mal. Oui, non, je pense que c'est un bon point. Vraiment, un bon point. Tu vois, du carburant pour le canon, pour la mitraille. On dirait que c'est ça. Des canons à leur droite, des canons à leur gauche. Et pourtant, ils ont chevauché droit dans la vallée de la mort.
Oui, c'est à peu près ça. La guerre en général. Bon, tout le monde, c'était une super émission. Montrez votre soutien en mettant un j'aime. Ça aide vraiment à faire remonter l'émission une fois qu'on aura terminé. Vous trouverez le blog de Larry Johnson dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Tous les liens vers les partenaires qui soutiennent cette chaîne y sont aussi. Et puis demain, le 12 juin, à 10h, heure de la côte Est, on recevra un ami commun, Alastair Crooke. On fera le point sur les événements de la nuit, parce qu'il semble qu'il y ait encore des tensions qui montent à cause de l'agressivité des États-Unis. On parlera donc de tout ça et de bien d'autres choses. Très bien, on se retrouve demain, le 12 juin, à 10h, heure de la côte Est, avec Alastair Crooke. Remerciez Larry et le colonel Wilkerson avec un petit « j'aime ». Prenez soin de vous. À bientôt et merci.